Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Aujourd'hui, nous allons parler du Rassemblement national. Pas du RN des affiches électorales. Pas du RN des vidéos soigneusement préparées. Pas du RN des déclarations sur la rupture, la souveraineté et la défense des Français. Nous allons parler du RN dans les faits. Du RN à l'Assemblée nationale. Du RN au moment où les discours s'arrêtent et où les députés doivent prendre une décision claire. Voter pour, voter contre ou s'abstenir. Depuis plusieurs années, le Rassemblement national se présente comme la principale opposition d'Emmanuel Macron. Il affirme combattre le système. Il affirme défendre les libertés. Il affirme vouloir replacer la France et les Français au centre des décisions. Il affirme représenter une rupture avec les partis qui ont gouverné avant lui. Mais une opposition ne se juge pas seulement à ses promesses. Elle se juge à ses actes. Elle se juge lorsque les textes arrivent devant l'Assemblée nationale. Elle se juge lorsque ses députés doivent voter. Et sur la proposition de loi concernant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, les actes du RN posent une question sérieuse. En première lecture, 22 députés du RN ont voté pour le texte. Lors du vote définitif, aucun député RN n'a voté pour. Il faut le préciser. Mais seulement 2 députés RN ont voté contre. 14 se sont abstenus. Et l'immense majorité du groupe n'a pas pris part au scrutin. Alors comment un parti peut-il se présenter comme le principal opposition du pays et ne produire que 2 voix contre lorsqu'un texte qu'il prétend contester est soumis au vote? C'est cette contradiction que nous allons examiner. Pas les slogans, pas les préférences partisanes, les faits. Le texte porte officiellement sur la protection des mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux. Il prévoit notamment de limiter l'accès de certains jeunes à ces plateformes et implique la mise en place de mécanismes permettant de vérifier leur âge. La protection des enfants est évidemment un sujet très sérieux. L'addiction aux réseaux sociaux existe. Le cyberharcèlement existe. L'exposition à des contenus violents, pornographiques ou destructeurs existe. Les plateformes ont une responsabilité dans la diffusion de ces contenus et dans le fonctionnement de leur algorithme. Mais ce n'est pas le cœur de cette vidéo. Le sujet n'est pas de savoir s'il faut protéger les mineurs. Bien sûr qu'il faut les protéger. La question est de savoir comment le faire, avec quelles garanties et sans créer des dispositifs disproportionnés touchant aux données personnelles et aux libertés numériques. On peut vouloir protéger les enfants et refuser une loi. On peut dénoncer les pratiques des plateformes et contester un mécanisme de vérification d'âge. On peut soutenir l'objectif tout en estimant que les moyens choisis ne sont pas satisfaisants. Une opposition qui considère qu'un texte comporte des risques doit alors agir. Elle peut proposer des amendements, elle peut demander des garanties, elle peut défendre une autre solution. Et si elle considère que le texte reste mauvais, elle peut voter contre. Le RN avait donc le choix. Et c'est son choix politique que nous allons regarder. Le 26 janvier 2026, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, la proposition de loi a été adoptée par 130 voix contre 21. 6 députés se sont abstenus. Dans le groupe Rassemblement national, 22 députés ont voté pour. 22. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une accusation inventée par un adversaire du RN. C'est le résultat du scrutin. Des députés appartenant au parti qui se présente comme le principal opposition à la Macronie ont donc participé directement à l'adoption du texte en première lecture. On peut chercher à comprendre leur motivation. Peut-être soutenaient-ils l'objectif général de protection des mineurs. Peut-être considéraient-ils alors que les garanties étaient suffisantes. Peut-être ont-ils ensuite changé de position à mesure que le texte évoluait. Mais le fait demeure, 22 députés RN ont voté pour. Et combien d'électeurs connaissent réellement ce vote? Combien ont vu les déclarations du parti, mais n'ont jamais consulté les résultats officiels de l'Assemblée nationale? Combien jugent encore une formation politique uniquement sur ses vidéos, ses discours ou ses slogans? C'est précisément pour cela qu'il faut regarder les scrutins. Le texte a ensuite poursuivi son parcours parlementaire. Il est passé par le Sénat. Une commission mixte paritaire a élaboré un texte commun.
Puis, le 21 juillet 2026, le texte définitif est revenu devant l'Assemblée nationale. Le résultat a été le suivant: 279 voix pour, 81 voix contre et 66 abstentions. Dans le groupe Rassemblement national, seulement 2 députés ont voté contre, Mathias Renaud et Antoine Villedieu. 2 députés. 14 députés RN se sont abstenus. Et l'immense majorité des membres du groupe n'a pas pris part au vote. Aucun député RN n'a voté lors de ce scrutin définitif. Il faut le dire honnêtement. Mais ne pas voter pour ne signifie pas voter contre. Ne pas approuver un texte ne signifie pas l'avoir combattu. Sur un groupe de 122 députés, seulement 2 ont rejoint le camp du rejet. Au même moment, le groupe La France Insoumise a fourni 63 des 81 votes contre. Je ne suis pas ici pour défendre LFI. Ce n'est ni une consigne de vote, ni une promotion de son programme, loin de là. Mais un scrutin public doit être regardé tel qu'il est. Sur ce texte précis, les députés LFI présents ont voté massivement contre. Le RN, lui, n'a fourni que 2 voix contre. Donc, que 2 voix au camp du rejet. On peut apprécier ou rejeter LFI. On peut apprécier ou rejeter le RN. Cela ne change pas les chiffres. Le réel n'est pas modifié par nos préférences politiques. Il faut maintenant apporter une précision essentielle. Même si tous les députés RN avaient voté contre, le groupe n'aurait pas pu, à lui seul, empêcher l'adoption du texte. Le résultat final était de 279 voix contre, 279 voix pour et 81 voix contre. Même en ajoutant les députés RN au camp du rejet, la majorité favorable serait restée supérieure. Il serait donc faux de prétendre que le RN détenait le pouvoir de faire tomber seul cette loi. Ce n'est pas le cas. Et cette vidéo ne reposera pas sur une présentation fausse du rapport de force. Mais cette réalité ne règle pas la question politique pour autant. Car le problème n'est pas uniquement de savoir si le RN pouvait gagner. Le problème est de savoir s'il a assumé son rôle d'opposition. Une opposition ne vote pas uniquement lorsqu'elle est certaine de l'emporter. Elle vote aussi pour défendre une position. Elle vote pour afficher une ligne. Elle vote pour laisser une trace politique. Elle vote pour montrer à ses électeurs ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse. Un vote massif du RN contre n'aurait probablement pas empêché l'adoption du texte, mais il aurait envoyé un message clair. Nous refusons ce dispositif. Il aurait montré que le groupe assumait politiquement son opposition, même dans une bataille perdue. Ce message n'a pas été envoyé. À la place, le scrutin montre 2 votes contre, 14 abstentions et une immense majorité du groupe qui ne participe pas. Le RN ne pouvait pas nécessairement gagner par ce vote, mais il pouvait clairement s'opposer. Il ne l'a presque pas fait. Voilà le cœur du sujet. Face à cette critique, certains répondront: le RN n'a pas voté pour. C'est exact. Mais ce n'est pas toute l'histoire. À l'Assemblée nationale, les abstentions ne sont pas comptées parmi les suffrages exprimés. Un député qui s'abstient ne donne donc pas formellement une voix au camp favorable. Mais il ne donne pas non plus une voix au camp du rejet. Il choisit de ne pas trancher entre l'adoption et le refus. S'abstenir, ce n'est pas approuver. Mais s'abstenir, ce n'est pas s'opposer non plus. S'abstenir, ce n'est pas voter pour le rejet. S'abstenir, ce n'est pas constituer un bloc de résistance parlementaire. Les députés RN qui se sont abstenus peuvent dire: nous n'avons pas voté pour le texte. C'est vrai. Mais ils ne peuvent pas dire: nous avons voté contre. Ça serait faux. Ils ne peuvent pas prétendre avoir rejoint les députés qui ont assumé publiquement le rejet du dispositif. Et politiquement, cette position est confortable. Elle permet de ne pas soutenir officiellement le texte, et elle permet aussi d'éviter une opposition frontale. Devant les électeurs favorables à la protection renforcée des mineurs, le RN peut rappeler qu'il partage l'objectif. Devant ceux qui s'inquiètent pour les libertés, il peut répondre: nous n'avons pas voté pour. Mais lorsqu'on se présente comme la principale opposition, une question reste entière.
Pourquoi ne pas avoir voté contre? Le groupe Rassemblement national compte 122 députés. 122. Ce nombre est régulièrement présenté comme la preuve de sa puissance politique. Ses dirigeants rappellent qu'ils représentent des millions de Français. Ils affirment constituer le principal bloc d'opposition au pouvoir. Très bien. Alors à quoi servent ces 122 députés lorsqu'un vote important arrive? Un député n'est pas élu uniquement pour publier des vidéos. Il n'est pas élu uniquement pour dénoncer le gouvernement sur les réseaux sociaux. Il n'est pas élu uniquement pour participer à des émissions de télé. Il est élu pour agir dans l'institution, examiner les textes, déposer des amendements, participer au débat, contrôler le gouvernement et voter. Imaginez que vous ayez voté pour un député RN parce que vous vouliez une opposition ferme à la Macronie. Imaginez que vous découvriez ensuite que, lorsque d'un scrutin touchant aux libertés numériques, le groupe n'a produit que 2 votes contre. Est-ce que vous seriez satisfait d'entendre nous n'avons pas voté pour? Ou demanderiez-vous pourquoi n'avez-vous pas voté contre? Cette question n'est pas une attaque contre les électeurs du RN. Au contraire, elle les prend au sérieux. Elle considère qu'ils ont le droit de connaître les actes des élus auxquels ils ont accordé leur confiance. Le RN pouvait parfaitement soutenir la protection des mineurs tout en rejetant ce dispositif. Il pouvait dire nous partageons l'objectif, mais nous refusons ses moyens. Il pouvait dénoncer les risques liés à la vérification de l'âge. Il pouvait exiger que les dispositifs techniques ne permettent jamais d'identifier les utilisateurs. Il pouvait demander des garanties strictes concernant la conservation des données personnelles. Il pouvait aussi réclamer des sanctions plus fortes contre les plateformes et leurs algorithmes addictifs. Il pouvait proposer une autre méthode aussi. Il pouvait surtout présenter une ligne collective claire. 2 députés RN ont voté contre. Ils ont donc démontré que ce choix était possible. Pourquoi seulement 2? Pourquoi la direction du groupe n'a-t-elle pas appelé à voter massivement contre? Pourquoi un parti qui affirme défendre les libertés n'a-t-il pas constitué un bloc visible de rejet? Pourquoi la principale opposition revendiquée devient-elle presque invisible au moment du vote? Ce sont des questions légitimes, et le RN devrait y répondre sur le fond. Depuis des années, le RN construit sa légitimité sur sa promesse simple. Nous ne sommes pas comme les autres. Il accuse les partis traditionnels d'avoir abandonné la France. Il accuse la Macronie de gouverner contre les intérêts du peuple. Il affirme défendre la souveraineté, les libertés et l'identité nationale. Il se présente comme le recours de ceux qui ne croient plus au fonctionnement actuel du pays. Beaucoup de Français ont soutenu ce parti malgré les insultes, les pressions et les caricatures. Certains ont caché leur vote. Certains ont accepté d'être rejetés ou méprisés parce qu'ils pensaient réellement soutenir une rupture. Ils pensaient que les députés RN se battraient. Ils pensaient qu'un groupe de 122 députés renforcerait l'opposition parlementaire. Ils pensaient que les discours seraient suivis d'actes. Ces électeurs sont en droit de demander où est la rupture lorsque seulement 2 députés votent contre? Où est le combat lorsque l'immense majorité du groupe ne participe pas au scrutin? Où est l'opposition lorsque le parti préfère une position intermédiaire à un rejet clair? Le RN poursuit depuis plusieurs années une stratégie de normalisation. Il veut paraître compétent. Il veut rassurer les institutions. Il veut montrer qu'il peut gouverner. Cette stratégie peut être comprise d'un point de vue électoral, mais elle comporte aussi un risque. À force de vouloir rassurer, un parti peut finir par ne plus vouloir déranger. À force de rechercher la respectabilité institutionnelle, il peut éviter les confrontations qui définissent pourtant une opposition. À force de vouloir démontrer qu'il peut gouverner comme les autres, il peut finir par adopter les mêmes réflexes que les autres. Une opposition qui attend simplement son tour ne constitue pas nécessairement une rupture. Elle peut critiquer ceux qui dirigent progressivement les mécanismes, tout en acceptant progressivement les mécanismes qu'ils utilisent. Elle ne cherche alors plus à transformer le fonctionnement du pouvoir. Elle cherche surtout à remplacer ceux qui l'exercent. C'est la question que pose ce scrutin. Le RN veut-il encore changer la mécanique du pouvoir?
Ou souhaite-t-il seulement devenir le prochain parti à la diriger? Changer les responsables, mais conserver les mêmes réflexes? Changer les visages, mais pas les pratiques? Changer les discours, mais pas les actes? Critiquer le RN ne signifie pas soutenir Emmanuel Macron, loin de là. Cela ne signifie pas soutenir les filles non plus, les socialistes ou un autre parti. Cela signifie refuser qu'une formation politique échappe à toute critique au seul motif qu'elle se présente comme une alternative. Les électeurs du RN ne sont pas une réserve de voix appartenant au parti. Le RN ne possède pas leur suffrage. Il doit les mériter. Et il doit continuer à les mériter après l'élection. Soutenir un parti ne signifie pas tout lui pardonner. Voter pour un candidat ne signifie pas lui appartenir. Un bulletin de vote n'est pas un acte de soumission. C'est un mandat temporaire. Et ce mandat impose des comptes. Certains répondront peut-être: il faut d'abord laisser le RN arriver au pouvoir. Une fois élu, il fera ce qu'il faut. Mais pourquoi un parti deviendrait-il automatiquement plus courageux une fois au pouvoir? Les pressions ne diminuent pas lorsqu'on gouverne. Elles augmentent. Les administrations interviennent. Les institutions européennes interviennent. Les intérêts économiques interviennent. Les médias accentuent leurs pressions. Les grands groupes numériques défendent leurs intérêts. Le courage politique doit donc se démontrer avant l'arrivée au pouvoir. Il se démontre dans les votes. Il se démontre lorsqu'un parti assume une position, même s'il sait qu'il sera battu. Il se démontre lorsque les actes correspondent au discours. Sur ce scrutin, le RN n'aurait probablement pas gagné. Mais il pouvait assumer. Il pouvait montrer qu'il refusait. Il pouvait voter contre. Il ne l'a presque pas fait. Il faut rappeler quelque chose de fondamental. Le Rassemblement national n'est pas la France. Aucun parti n'est la France. La France existait avant le RN. Il existera après lui. Critiquer le RN, ce n'est pas critiquer la France. Dénoncer ses renoncements, ce n'est pas trahir le pays. C'est refuser qu'un parti utilise le patriotisme comme une protection contre toute remise en question ou en cause. Un parti ne sert pas à la France simplement parce qu'il utilise le mot national dans son nom. Il la sert par ses actes, par ses votes, par sa présence, par sa capacité à tenir ses engagements, par sa volonté de défendre les libertés qu'il affirme protéger. Lorsqu'un parti échoue, il doit être critiqué. Lorsqu'il renonce, il doit être interrogé. Lorsqu'il se comporte comme une opposition de communication, cela doit être dénoncé. Le patriotisme n'interdit pas l'exigence, il l'impose. Nous vivons dans une époque saturée de communication. Chaque parti publie des vidéos. Chaque élu diffuse des images indignées. Des messages indignés. Chaque responsable politique affirme être courageux. Chaque formation prétend défendre le peuple. Mais les mots coûtent peu. Une vidéo peut être soigneusement préparée. Une séquence peut être montée. Une phrase peut être répétée jusqu'à devenir virale. Le vote, lui, laisse une trace. Le vote est enregistré. Le vote peut être consulté. Le vote montre ce qu'un élu a réellement fait lorsque sa décision avait une conséquence. C'est là que l'on mesure une opposition, pas dans les slogans, pas dans les affiches, pas dans les promesses, dans les actes. Cette vidéo n'est pas une consigne de vote. Elle n'est pas une invitation à soutenir Emmanuel Macron, loin de là. Elle n'est pas une invitation à soutenir LFI ou un autre parti quelconque. Elle est une invitation à ne donner de confiance aveugle à personne. Ne croyez pas une formation politique uniquement parce qu'elle utilise les mots que vous voulez entendre. Ne croyez pas un responsable simplement parce qu'il exprime votre colère. Ne croyez pas une opposition uniquement parce qu'elle se proclame opposition. Vérifiez. Regardez les votes. Regardez les présences. Regardez les actes. Le Rassemblement national affirme défendre les Français. Alors, jugeons-le sur ce critère. A-t-il mobilisé ses 122 députés lors de ce scrutin? Non. A-t-il constitué un bloc massif contre ce texte? Non. A-t-il utilisé ce vote pour afficher une opposition claire? Non. 2 députés ont voté contre, 14 se sont abstenus.
l'immense majorité du groupe n'a pas pris part au vote. Le RN n'aurait pas pu bloquer seul l'adoption du texte, c'est vrai, mais il pouvait voter contre. Il pouvait assumer une position collective. Il pouvait laisser une trace claire. Il pouvait il pouvait démontrer à ses électeurs qu'il était prêt à défendre ses positions, même dans une bataille perdue. Il ne l'a presque pas fait. Une opposition ne se mesure pas uniquement à sa capacité à gagner un vote. Elle se mesure à sa volonté d'assumer clairement ses positions. Elle se mesure à sa présence. Elle se mesure à ses actes. Et sur ce scrutin, le RN n'a pas été à la hauteur du rôle qu'il revendique. Le réel ne choisit pas de camp. Il ne vote pas. Il n'a pas d'idéologie. Il est ce qu'il est. Et le réel, ici, est simple. Le RN se présente comme la principale opposition à la Macronie. Mais lors du vote définitif, il n'a produit que 2 voix contre. Les électeurs du RN méritent mieux que des paroles. Ils méritent des députés présents. Ils méritent une opposition qui vote contre lorsqu'elle affirme être contre. Ils méritent de ne pas être considérés comme une réserve de voix automatique. Merci pour votre écoute. Je tiens également à remercier, même s'ils sont encore peu nombreux, ceux qui se sont déjà abonnés et qui commencent à soutenir cette chaîne. Votre soutien compte réellement. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce vote dans le respect des personnes et sans harcèlement. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à examiner les faits, à confronter les discours aux actes et à ne protéger aucun parti lorsque la réalité contredit ses promesses. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.